Je m'appelle Sophie, et le jour dont je vais vous parler commence à 7h15 du matin, un lundi de septembre, quand j'ai garé ma voiture au sous-sol de la Tour Défense Ouest. C'était il y a 3 ans maintenant, mais chaque détail reste vivant dans ma mémoire, comme s'il s'était produit hier. L'odeur du béton humide du parking souterrain, la lumière fluorescente des néons qui bourdonnaient légèrement, ce bruit blanc continu que vous finissez par ignorer, mais qui revient vous hanter le soir. La température froide et stérile de l'ascenseur quand j'ai appuyé sur le bouton du 12e étage. Mes doigts tremblaient légèrement. Pas de peur, d'excitation. Ces moments ordinaires avant que tout bascule, ils restent gravés. On dit que les gens se souviennent des détails de leur vie, mais ce n'est pas vraiment vrai. On oublie l'ordinaire. Les journées normales glissent et disparaissent comme de l'eau entre vos doigts. Ce dont on se souvient vraiment, ce sont les moments où tout change de direction. Les moments où la vie vous demande « Qui êtes-vous vraiment ?» Et ce matin-là, c'était exactement un de ces moments. Je ne le savais pas encore, bien sûr. Personne ne sait jamais, n'est-ce pas ? On vit le moment, et ce n'est qu'après, une fois que tout s'est effondré, qu'on comprend. Ce matin-là, je me sentais vivante d'une façon qui n'avait rien à voir avec la peur. C'était l'anticipation pure d'un changement historique. Je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé. Pas une version dramatisée. Pas une exagération pour le spectacle. C'est l'histoire vraie, telle qu'elle s'est déroulée, avec tous ses contrastes, ses ironies et ses leçons dures. Et elle m'a enseigné quelque chose que je n'aurais jamais compris autrement. Quelque chose sur le pouvoir, sur la dignité, et sur ce que cela signifie vraiment de se choisir soi-même. Laissez-moi d'abord vous parler de qui j'étais avant ce matin-là. Qui j'étais avant que tout change. J'avais 38 ans, et pendant 12 années complètes, 12 ans sans interruption, j'avais consacré ma carrière entière à une seule entreprise. Un grand cabinet de conseil financier et de gestion d'actifs, reconnu au niveau européen, basé à La Défense, dans ses tours en verre massives qui semblent vous regarder de haut quand vous levez les yeux du trottoir. J'avais commencé comme consultant junior, tout frais sorti de l'école de commerce, à 26 ans, avec un dossier parfait et aucune idée réelle de ce que je faisais. Et progressivement, année après année, projet après projet, j'avais grandi. Pas en obtenant des titres spectaculaires ou une visibilité publique, mais en construisant une expertise reconnue, en développant une réputation qui parlait pour moi dans les salles où je n'étais pas. Quand des comptes complexes arrivaient, quand une transaction exigeait de la patience absolue, de la finesse interpersonnelle et une capacité à négocier pendant des mois sur des détails qui semblaient minuscules à quelqu'un de l'extérieur, on m'appelait, moi. C'était ma spécialité. Mon domaine. J'avais construit un pôle entier autour de cela, grands comptes et partenariats stratégiques, et j'avais appris à écouter vraiment. Pas juste les mots, les silences entre les mots, les peurs qui cachaient les questions, les ambitions réelles qui se cachaient derrière les chiffres. Et en construisant cette compréhension profonde, les accords se nouaient, naturellement, sans forcer. Simplement par l'alignement et la confiance mutuelle qui s'installent quand deux parties se sentent véritablement comprises. Ma vie était structurée autour de ce travail. Je vivais seule dans un petit appartement de 70 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine. Je prenais le même train le matin. Je mangeais la même salade à midi. J'avais développé une certaine tranquillité qui venait de la routine. Et il n'y avait rien de mal à cela. Mais c'était une vie qui avait atteint un équilibre. Pas une vie en croissance, pas vraiment. Et puis, 14 mois avant ce jour de septembre, tout avait changé avec un simple appel téléphonique. Isabelle Renard avait pris contact avec notre cabinet par l'intermédiaire de notre PDG, Marie-Claire Dupont. Vous avez peut-être entendu parler d'Isabelle dans les médias financiers. Elle n'est pas une figure publique ordinaire. Elle déteste l'attention médiatique en réalité. Mais dans les cercles financiers européens, parmi ceux qui savent vraiment, elle est quelqu'un que l'on respecte profondément.
quelqu'un dont les décisions font bouger les marchés internationaux. Elle avait commencé à partir de zéro en 1992, à une époque où être une femme cherchant du financement signifiait littéralement des portes fermées, des portes que les hommes en costume refusaient de vous ouvrir. Isabelle avait dû inventer sa propre route. Et elle avait construit quelque chose d'extraordinaire. Une entreprise de gestion d'actifs qui était passée de rien à plus de 40 milliards d'euros en actifs gérés. Maintenant, 30 ans plus tard, à 65 ans, elle venait vers nous avec une vision précise. Un investissement stratégique de 1,8 milliard d'euros dans notre cabinet. Un chiffre que mon cerveau avait du mal à saisir au départ. 1800 millions d'euros. C'était inimaginable. C'était le genre de somme qui transforme les industries entières. C'était presque une abstraction. Mais ce que cela signifiait en termes pratiques, c'était une expansion massive de nos capacités, une présence mondiale réelle, des dizaines de nouveaux emplois, une chance de transformer notre petit cabinet français en un acteur international. Et pour une raison que je ne comprenais pas entièrement à l'époque, mais que j'apprendrai à comprendre, on m'avait nommé chef de projet. Moi. Pas Jean-Pierre, qui avait 20 ans d'expérience et un ego massif. Pas Laurent, qui connaissait Isabelle depuis des années. Moi. Marie-Claire m'avait expliqué pourquoi dans son bureau, 2 jours après qu'Isabelle avait exprimé le souhait de travailler avec moi spécifiquement. Isabelle a dit qu'elle voulait quelqu'un qui l'écouterait vraiment. Pas quelqu'un qui essaierait de la vendre quelque chose. Pas quelqu'un qui chercherait à faire la star. Elle a dit que dans tous ces entretiens, tu avais parlé la dernière, que tu avais vraiment écouté ce qu'elle disait. Elle pense que tu es ce qu'il lui faut. Je me souviens d'avoir serré les mains sous la table parce que j'avais peur. Une peur délicieuse et terrifiante. Pendant 14 mois, j'ai voyagé. De Paris à Londres, de Londres à Genève, de Genève à Bruxelles, chaque semaine, parfois 2 fois par semaine. Je me souviens d'un jeudi en particulier où j'ai quitté la maison à 6h15 du matin, avant que le soleil ne se lève, l'appartement encore froid et silencieux. J'ai pris un taxi jusqu'à la gare du Nord. J'ai attrapé le Eurostar à 6h35, trouvé ma place en première classe, commandé un café que je n'ai pas vraiment bu. Arrivé à Canary Wharf à 8h45, les rues de Londres déjà bondées et bruyantes. J'ai passé la journée entière dans une salle de conférence étincelante avec Isabelle et ses avocats jusqu'à 17h30, 9h sans pause, juste du travail sérieux, du café froid et des expressions concentrées. Et puis j'ai repris le train le soir, le Eurostar retour à 19h30, arrivé à Paris à 22h15, rentré chez moi à 23h, dormi 1 heure avant de recommencer. Ce n'était pas l'exception, c'était la routine. Et j'aurais refait ce trajet chaque jour sans me plaindre une seule fois. Parce qu'en vérité, cela ne ressemblait pas à du travail. Cela ressemblait à quelque chose de bien plus important. Cela ressemblait à être parti à quelque chose qui importait vraiment. Et au fil du temps, quelque chose avait changé dans la dynamique entre nous. Et c'est là que je veux que vous compreniez vraiment ce que ces 14 mois ont signifié. Ce n'était pas juste des réunions transactionnelles. C'était une véritable construction relationnelle, moment après moment, conversation après conversation. Je me souviens d'un dîner à Genève, probablement vers le 6e mois, dans un petit restaurant français sur la rive gauche du lac Léman. Isabelle avait proposé d'y aller juste nous deux, sans les avocats, sans les équipes de négociation. Nous avions parlé pendant 3 heures. Pas des clauses juridiques ou des structures de financement. Non, elle m'avait raconté son histoire. Comment elle avait quitté son emploi en 1992 avec une idée, 0 € et une détermination absolue de prouver quelque chose au monde qui lui disait non à chaque tournant. Comment elle avait dormi dans son bureau les 6 premiers mois. Comment elle avait dû emprunter de l'argent à sa mère, ce qui avait brisé sa relation avec elle pendant 3 ans, parce que personne d'autre ne lui ferait confiance. Comment elle avait dû apprendre à négocier non pas en lisant des livres, mais en faisant face à des hommes qui ne voulaient pas lui serrer la main dans les réunions. Et en écoutant son histoire, j'ai compris quelque chose de profond.
Ce qu'elle cherchait vraiment n'était pas un investissement dans un cabinet. C'était une partenaire. C'était quelqu'un qui comprenait ce que cela signifiait de construire à partir de rien. Puis, il y avait eu cet appel tard dans la nuit, peut-être vers le 9e mois des négociations. C'était 23h30 quand mon téléphone a sonné. Isabelle. Elle avait l'air fragile, vulnérable, ce qu'elle ne montrait jamais. « Je veux que tu me dises honnêtement, » avait-elle dit. « Crois-tu vraiment que ce projet va fonctionner ? Ou suis-je en train de jeter 1,8 milliard d'euros dans un puits sans fond ? Je veux ta vraie réponse. Pas la réponse professionnelle, la vraie. » Et j'avais pris 1 heure ce soir-là pour lui dire exactement ce que je pensais. Les forces de notre cabinet, oui, mais aussi les faiblesses réelles. Les domaines où nous aurions du mal. Les changements de culture qui seraient nécessaires. Parce que c'était ce qu'elle cherchait vraiment. Pas quelqu'un pour la rassurer, quelqu'un pour être honnête. Il y avait eu un moment aussi, vers le 10e mois, où je pensais vraiment qu'elle allait tout abandonner. J'avais reçu un appel de son cabinet juridique. Isabelle souhaite suspendre les négociations. Elle a des doutes. Elle envisage sérieusement de retirer son offre. Mon cœur s'était arrêté. 12 ans de carrière convergeaient vers ce moment, et je voyais tout se désagréger. Mais au lieu de paniquer, j'avais fait ce que j'avais appris à faire. J'avais écouté. J'avais volé à Genève ce même jour. J'avais dîné avec elle. Et elle m'avait dit « J'ai peur. Peur que nous ne soyons pas alignés sur la vision réelle. Peur que tu signes les papiers et que tu disparaisses. Peur que ce cabinet n'honore pas ce que nous construisons ensemble. » Et nous avions passé une soirée entière à refondre comment structurer l'accord, comment garantir que j'aurais réellement un rôle de leadership, comment créer une véritable partenariat. C'est ce soir-là, je pense, qu'elle a décidé que j'étais vraiment celle avec qui elle voulait travailler. Et puis avait eu ce moment précis où j'avais réalisé qu'il s'était passé quelque chose. C'était lors d'une réunion à Bruxelles, environ 3 semaines avant la signature finale. Isabelle avait apporté un projet de accord complètement restructuré. Et en le regardant, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu avant. Elle avait écrit une clause qui ne m'avait pas été montrée précédemment. Une clause qui disait que si l'accord échouait pour quelque raison que ce soit, je pourrais acquérir le fonds souverain du cabinet de contrepartie en tant que dédommagement. C'était une clause d'une valeur colossale. C'était elle qui disait, en termes légaux très clairs, « Je t'ai confiance. Je veux que tu réussisses. Et si quelque chose s'effondre, je veux que tu aies la possibilité de continuer. » C'était 14 mois de confiance structurée en une clause juridique. Et c'est à ce moment que j'ai su que ce n'était pas transactionnel. C'était réel. Je me souviens d'avoir pleuré en lisant cette clause. Pas de joie exactement, mais d'une profonde sensation d'être vraiment vue, vraiment comprise. J'avais passé ma vie entière à travailler à travers d'autres personnes, pour d'autres personnes, en suivant des trajectoires qu'on m'avait tracées. Et ici, soudainement, quelqu'un d'une stature immense dans le monde financier disait « Je crois en toi ». Assez pour structurer une sortie de secours de 1,8 milliard d'euros autour de toi. Assez pour te donner une vraie autonomie. Assez pour te dire sans mots « Tu ne dois pas demander la permission pour exister ». Isabelle a cessé de m'appeler dans le contexte de réunions formelles. Elle m'appelait le soir, tard, 21h, 22h parfois. Pas pour passer en revue une clause juridique ou discuter d'une date limite, juste pour vraiment parler. Elle avait des questions, pas sur les termes du contrat, elle connaissait ces détails mieux que les avocats. Non, elle me demandait si je pensais vraiment que notre cabinet pouvait faire ce qu'elle voulait faire. Si je croyais que nous avions la culture, la compétence et le cœur pour cela. Et je répondais honnêtement, même si cela voulait dire des choses que d'autres consultants n'auraient jamais osé dire, même si cela voulait dire reconnaître les faiblesses de notre propre entreprise. Une fois, je lui ai dit, « Vous savez, notre bureau de gestion d'actifs n'est vraiment pas assez fort pour cela. Nous aurions besoin de renforcer cette équipe. » Un autre consultant aurait dit que tout était parfait. Mais Isabelle cherchait quelqu'un qui soit honnête. Et c'est ça qui a construit notre relation authentique. L'honnêteté brutale. Ce n'était pas une transaction commerciale à la fin. C'était une alliance.
C'étaient 2 femmes qui avaient décidé de se faire confiance. Et puis était arrivée la date de signature. Le lundi, septembre. Ce lundi qui allait tout changer. Les préparatifs avaient commencé la semaine d'avant. L'ensemble du cabinet était en mouvement frénétique. On pouvait sentir l'énergie dans les couloirs, une tension électrique. On avait loué la plus grande salle de réunion du 12e étage, celle avec les vues spectaculaires sur Paris. De votre siège, vous pouviez voir jusqu'à Notre-Dame. Les équipes juridiques travaillaient tard dans la nuit, relisant les documents, cherchant les erreurs qui ne semblaient jamais venir. Les aides couraient avec des chemises de documents dans les couloirs. Et surtout, il y avait Marie-Claire Dupont, la fondatrice et PDG. Une femme de 65 ans qui avait construit cet endroit à partir de rien en 1993, avec juste une vision et une détermination qui frisaient l'insouciance. Une femme d'une intégrité extraordinaire. Quelqu'un en qui vous pouviez avoir confiance. Elle était à Bruxelles ce matin-là, mais elle rentrerait juste à temps pour la signature à 10h. Tout était orchestré. Tout était prêt. Rien ne pouvait mal tourner. Mais ce que vous ne voyez pas dans les couloirs, ce que je voyais, moi, parce que j'étais la seule personne qui voyageait partout et qui voyait l'ensemble du tableau, c'était comment Élodie Dupont opérait depuis qu'elle avait rejoint le cabinet 8 mois auparavant. Élodie Dupont, la fille de Marie-Claire. Elle avait 29 ans. Elle avait un MBA de l'INSEAD, un programme prestigieux qu'elle n'aurait jamais pu financer sans l'argent de sa mère. Et il y a 8 mois, elle avait été nommée directrice des opérations et directrice adjointe de l'administration financière. Un titre qui, normalement, s'adressait à quelqu'un avec 10 à 20 ans d'expérience réelle dans le secteur. 10 à 20 ans d'avoir appris comment les organisations fonctionnaient vraiment, comment les gens fonctionnaient vraiment, comment gagner de la crédibilité. Élodie n'avait jamais travaillé nulle part sauf chez sa mère. Pas d'ailleurs. Pas d'autre environnement. Pas d'expérience du monde réel. Juste un titre, un bureau à la tour de sa mère, et un besoin apparent de prouver quelque chose à la femme qui l'avait créée. Et je l'avais observée en silence. J'avais vu comment elle opérait, comment elle exerçait le pouvoir que lui conférait son nom. Il y avait eu cet incident avec Thomas, un analysé très compétent dans notre équipe de fusion. Thomas avait suggéré lors d'une réunion, timidement, respectueusement, que peut-être l'approche qu'Élodie proposait pour restructurer les portefeuilles n'était pas alignée avec ce que les clients attendaient. C'était un commentaire constructif, une contribution professionnelle honnête. Élodie avait réagi comme si on lui avait crié dessus. « Vous pensez que je ne sais pas ce que je fais ?» avait-elle dit. Et pendant les semaines suivantes, Thomas avait été systématiquement retiré des projets. Pas officiellement, juste des affectations qui disparaissaient, des invitations à des réunions qui s'arrêtaient, jusqu'à ce qu'il finisse par demander une mutation à un autre département. Un très bon talent perdu pour rien. Où il y avait eu cette décision unilatérale qu'Élodie avait prise de modifier les processus d'approbation des dépenses. Soudainement, tous les achats de plus de 10 000 € devaient être approuvés par elle personnellement. Pas le directeur du département. Elle. Une femme qui ne comprenait rien aux opérations réelles, qui n'avait jamais vraiment géré un budget complexe, qui prenait maintenant des semaines pour approuver des demandes urgentes d'équipement parce qu'elle était trop occupée ou oubliée simplement. Les projets ralentissaient, les gens devenaient frustrés. Mais personne n'osait contester parce qu'elle était la fille du PDG. Il y avait eu aussi cet incident avec Martine, notre meilleure senior manager. Martine avait 52 ans. Elle avait plus de 30 ans d'expérience en gestion d'actifs. Elle est personne vers laquelle tout le monde se tournait quand les choses devenaient compliquées. Et Élodie l'avait simplement ignorée. Complètement. Dans les réunions de direction, Élodie proposait des stratégies que Martine aurait pu améliorer, mais Élodie ne lui demandait jamais son avis. Et une fois, quand Martine avait essayé d'intervenir en privé, gentiment, en lui disant « Peut-être devrions-nous considérer ceci ?» Élodie avait dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Je ne pense pas avoir besoin des conseils de quelqu'un qui a clairement atteint le plafond de sa carrière. » Une femme qui avait consacré sa vie à cette industrie.
réduite à néant par une fille de 29 ans qui voulait prouver qu'elle était pertinente. Et moi, j'observais tout ça en silence. Pendant 14 mois, je savais ce qui se passait. Je savais comment le moral tombait. Je savais comment les meilleurs talents commençaient à regarder ailleurs. Je savais que si cet accord avec Isabelle échouait, c'était au moins en partie à cause d'Élodie, à cause de la façon dont elle ébranlait la confiance dans la direction, à cause de la façon dont elle rendait les gens nerveux, à cause de la façon dont elle menaçait les vraies expertes comme Martine. Mais c'était pas mon travail de la confronter. Ce n'était pas mon rôle de dire à Marie-Claire « Votre fille détruit votre cabinet de l'intérieur ». C'était à Marie-Claire de voir. Et je pensais qu'elle verrait. Je pensais que c'était juste une question de temps. Je me suis réveillée ce matin-là à 5h45. Je ne dormais pas bien. Je n'avais pas vraiment dormi du tout. J'étais trop énervée, trop excitée. J'avais passé la majeure partie de la nuit à vérifier mon téléphone pour voir si Isabelle avait des questions de dernière minute. À 23h, à 1h du matin, à 4h du matin. Aucun message. Elle était probablement en train de dormir ou de faire ses propres vérifications. J'ai donné jusqu'à 5h45, puis j'ai simplement abandonné l'idée de dormir. J'ai pris une douche longue et chaude, laissant l'eau chaude couler sur mes épaules, un moment de calme avant la tempête. Et ensuite, j'ai attentivement choisi ce que j'allais porter pour le jour le plus important de ma carrière professionnelle. Un tailleur marine impeccable, classique, intemporel, élégant sans être voyant, avec une chemise blanche fine dessous, pas de motifs, pas de couleurs vives, juste une présence calme et stable. J'avais porté cette tenue dans d'autres réunions importantes, et ça marchait toujours. Les gens prenaient les choses au sérieux quand vous portiez cette tenue. C'était comme une armure, mais une armure que personne ne remarquait vraiment. Juste quelque chose qui disait « Je suis compétente, je sais ce que je fais ». Mais pour les chaussures, j'ai dû vraiment réfléchir. C'est drôle maintenant, en y repensant. J'ai dépensé 14 mois à négocier un accord de 1,8 milliard d'euros, et le matin de la signature, ce qui m'inquiétait vraiment, c'était mes chaussures. Ma cheville avait un problème cette semaine-là. C'était une vieille blessure, une entorse que j'avais prise en randonnée il y a 6 ans et qui me réapparaissait chaque automne depuis. Cette semaine-là, elle était gonflée et douloureuse. Je pouvais à peine marcher. Et je savais absolument que je serais debout toute la journée, à marcher d'une pièce à l'autre, à me tenir droite pendant que les caméras capturaient le moment, à être présente pendant que l'accord le plus important de ma carrière se finalisait. Les talons hauts, ceux requis par le code vestimentaire de notre entreprise, écrits quelque part sur une page qui disait « Les femmes porteront des chaussures de professionnels avec talons », auraient rendu ce jour très difficile. Ma cheville aurait souffert. Je n'aurais pas pu marcher correctement. Et je savais que si je boitais, si je semblais diminuer d'une quelconque façon, cela prendrait l'attention de ce moment. Donc, j'ai choisi des ballerines, noires, en cuir fin et souple, élégantes, classiques, extrêmement professionnelles. Je les avais payées 280 € dans une boutique à Marais parce que je voulais des chaussures vraiment belles, pas juste fonctionnelles. J'ai pensé, aucun chef d'entreprise intelligent ne remarquerait les chaussures d'une femme qui venait de fermer un accord de 1,8 milliard d'euros. Aucun PDG sain d'esprit ne porterait son attention sur des ballerines plutôt que sur le succès systémique. Aucune personne motivée par la rationalité et les résultats ne se soucierait d'une telle chose. Je me suis trompée de manière spectaculaire. J'ai garé la voiture à 7h15, parfaitement à l'heure. L'ascenseur était vide. Je suis montée au 12e étage et l'immeuble était relativement silencieux. Juste les travailleurs matinaux, les gens qui arrivent tôt. J'ai posé mon sac à mon bureau. Un bureau petit mais bien rangé, avec une petite photo encadrée de mes parents et un cactus qui refusait de mourir. Et j'ai commencé à relire les documents une dernière fois. C'était 7h30. Tout était en place. Les documents étaient parfaits. Les termes étaient finalisés. J'avais du temps pour respirer, pour me préparer, pour être présente. À 8h30, les cadres ont commencé à arriver. L'énergie s'est intensifiée.
Les gens parlaient plus fort. Les gens se mouvaient plus vite. On pouvait sentir que cette journée allait changer l'histoire de l'entreprise. Ça allait être le jour dont on se souviendrait. Et puis, à environ 8h45, j'ai entendu des pas rapides. Pas la marche normale. Des pas qui avaient une intention, une urgence, un pouvoir. Élodie Dupont. Elle s'est approchée de mon bureau, accompagnée de 2 cadres. 2 hommes qui avaient l'air profondément mal à l'aise, comme s'ils savaient ce qui allait se passer et qu'ils trouvaient cela extrêmement désagréable. Cela avait dû être convenu. Cela avait dû être planifié. Sinon, pourquoi serait-il là exactement au moment où elle arrivait ? Élodie s'est arrêtée directement devant mon bureau. J'étais assise, travaillant sur mon ordinateur portable, relisant un dernier document. Et elle était debout, au-dessus de moi, me regardant de haut vers le bas. Ce détail m'a frappée. J'étais en position de faiblesse immédiate parce que j'étais assise. Elle avait l'avantage du hauteur, du pouvoir, de la position physique. Elle m'a regardée et elle a dit « Sophie, qu'est-ce que vous portez aux pieds ?» Ce moment exact est gravé à jamais dans ma mémoire. Un moment où tout a basculé en une fraction de seconde. Je me souviens d'avoir senti mon cœur accélérer. Je me souviens de la sensation du sang qui quittait mon visage. Je me souviens d'une très légère sensation de froid qui traversait mon estomac. Je savais, instinctivement, sans même pouvoir articuler pourquoi, que ce moment était important. Je me suis levée lentement et j'ai regardé vers le bas. Les ballerines noires, élégantes, professionnelles, pratiques. « Ce sont des ballerines », ai-je dit. Ma voix était posée, calme. Personne n'aurait pu déceler aucune émotion. Ma cheville pose problème cette semaine. Je savais que je serais debout toute la journée. Donc, j'ai choisi des ballerines. C'était un choix pratique et raisonné. Élodie a incliné la tête, légèrement vers l'arrière. Elle a fait ce mouvement qui signifiait quelque chose d'inévitable, quelque chose de final. « Vous avez juste dit quelque chose que je vais utiliser contre vous. Vous connaissez le code vestimentaire de cette entreprise ?» a-t-elle demandé. Et sa voix était mesurée, froid, dangereux. La voix de quelqu'un qui avait attendu une excuse, n'importe quelle excuse, pour exercer du pouvoir. Et c'est à ce moment que j'ai vraiment compris. Ce n'était pas une conversation sur les chaussures. Ce n'était pas une question légitime sur le code vestimentaire. C'était un exercice de pouvoir pur. C'était une démonstration. C'était quelqu'un qui se sentait menacé par mon succès, par ma relation avec Isabelle, par le fait que j'avais construit quelque chose qu'elle n'avait pas construit, et qui cherchait une excuse pour m'abattre. « Oui, ai-je dit, je connais le code vestimentaire. Et je sais aussi que c'est l'une des journées les plus importantes de l'année pour cette entreprise. Isabelle Renard arrive ce matin. Les équipes juridiques sont prêtes. La signature est à 10h. Les chaussures que je porte n'affectent pas ma capacité à conclure un accord de 1,8 milliard d'euros. » Élodie a regardé les 2 hommes. Puis elle a regardé les autres gens qui commençaient à remarquer l'interaction. Autour de nous, les gens ralentissaient. Au téléphone, les appels s'arrêtaient. Les yeux se levaient des ordinateurs. C'était un spectacle, et tout le monde le savait. Elle voulait une audience, et elle en avait une. « Et je remarque, ai-je continué, et ma voix était calme mais ferme, que vous choisissez ce moment précis, le matin où ma cliente la plus importante arrive, pour vous concentrer sur mes chaussures plutôt que sur la réunion la plus importante de notre année. Je me demande comment Isabelle interprétera ce choix. Je me demande ce qu'elle pensera de la direction de cette entreprise quand elle découvrira que vous vous préoccupez des ballerines plutôt que de stratégie. » Le visage d'Élodie a rougi, mais elle n'a pas reculé. Non, cela ne lui a fait que monter la pression. C'était comme si je venais de confirmer ses soupçons, que j'étais une menace, que j'avais trop de pouvoir, que je la menaçais. « Vous êtes licenciée, » a dit Élodie. Pas une menace, pas un avertissement, pas une suspension. Juste une déclaration. C'est décidé, c'est finalisé, c'est irrévocable. Avec effet immédiat. Videz votre bureau avant 10h. Les RH traiteront votre départ. Et puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais,
Elle a dit « Et vous ne parlerez pas à Isabelle Renard. Vous ne la contactez pas. Vous n'essayez pas de l'influencer. Compris ?»« Compris, ai-je dit. Et c'était un mensonge. J'allais absolument contacter Isabelle. Et puis elle a tourné son talon et elle est partie. Elle a marché vers son bureau en rythme, les 2 cadres l'ont suivie, incapables de la regarder. Personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. Je me souviens d'un silence particulier. C'était un silence lourd, un silence plein de choses non dites. Et les gens autour de moi ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas s'il fallait me regarder, s'il fallait me parler, s'il fallait prétendre que rien ne venait de se passer. Donc, ils ont tous juste baissé la tête et ont fait semblant d'être occupés. Mais Thomas qui avait été systématiquement rejeté par Élodie, s'est levé de son bureau. Et il a dit assez fort pour que tout le monde l'entende. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. Et Martine qu'on avait dit qu'elle avait atteint le plafond de sa carrière, s'est approchée de moi et elle a dit simplement « Je suis avec vous ». Il y eut un moment de silence après le départ d'Élodie. Et puis, graduellement, les gens ont recommencé à bouger. Mais c'était différent maintenant. Il y avait de l'agitation, de la nervosité. Quelques personnes se sont approchées discrètement pour me dire qu'elles étaient désolées, qu'elles trouvaient ça terrible, qu'elles l'avaient vu venir. Et j'ai compris dans ce moment que tout le monde avait observé Élodie aussi. Tout le monde savait. Mais personne n'avait osé dire quelque chose. Personne n'avait eu le courage de confronter la fille du PDG. Et maintenant, je payais le prix pour avoir eu ce courage, même sans vraiment l'avoir cherché. Je me suis assise. J'ai pris une boîte de carton dessous mon bureau. Une boîte que tout le monde garde pour des situations comme celle-ci, vous savez. Parce qu'au cœur, nous savions tous que rien n'était sûr, que tout pouvait changer en un instant. Et j'ai commencé à y mettre mes affaires, mon ordinateur portable, mes 3 cactus, quelques photos encadrées de ma famille, un stylo que ma grand-mère m'avait donné en 1998, le jour de ma graduation du collège, un dossier épais de lettres de clients, des gens qui m'avaient écrit au fil des ans pour me remercier de ce que j'avais fait pour eux. Et ce qui m'a vraiment frappée, ce qui était étrange et inattendu, c'est que je ne me sentais pas furieuse. Je m'attendais à me sentir furieuse, trahie. Cela aurait eu du sens. Mais au lieu de cela, je me sentais légère, comme si une charge de 12 ans, un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié que j'étais lourde, venait d'être déposée. C'était étrange. C'était contraire à tout ce que je m'attendais à ressentir. Après 5 minutes, j'ai fermé la boîte. J'ai mis mon sac sur mon épaule. Et j'ai porté cette boîte vers le bureau de la responsable des RH, Christiane. Une femme gentille qui avait travaillé dans le cabinet aussi longtemps que je l'avais été. « Je suis partie », ai-je dit simplement. Ma voix était calme, pas de dramaturgie, juste une déclaration de fait. Élodie m'a licenciée. Christiane s'est levée, horrifiée. « Je suis vraiment, vraiment désolée. Je ne savais pas. Cela semble, je veux dire, il n'y a pas eu de processus, pas d'avertissement, pas de raison documentée. Je vais voir si je peux parler à Marie-Claire. » « Non, ai-je dit. Juste traite ça avec la dignité que j'ai apportée à cet endroit pendant 12 ans, s'il te plaît. » Et puis j'ai pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. J'ai senti mon cœur ralentir à mesure que je descendais, calmement, tranquillement. Rez-de-chaussée. Je suis sortie dehors. Le soleil était haut maintenant. Le ciel était bleu. Il faisait une journée magnifique de septembre. J'ai posé ma boîte sur un banc près du boulevard circulaire de la Défense. La lumière dorée du matin. Le bruit lointain de la circulation. Et j'ai appelé Isabelle. Elle a répondu presque immédiatement. « Sophie !» Sa voix était pleine d'excitation, d'énergie, d'anticipation. « Je suis arrivée. Je suis dans le hall. Mon équipe juridique est avec moi. Où êtes-vous ? Descendez, s'il vous plaît. Nous avons tellement de choses à discuter avant la signature. » Et je me suis assise sur le banc avec ma boîte de carton, le soleil chauffant mon visage, et j'ai dû lui dire la vérité. « Isabelle, je viens d'être licenciée. »
Le silence au autre bout de la ligne était profond. C'était le silence d'une femme qui traite une information qui n'a aucun sens, aucune logique, aucun sens du tout. « Pardon ? Peux-tu répéter ça ? » « Je viens d'être licenciée, ce matin, il y a moins de 10 minutes, pour avoir porté les mauvaises chaussures. » Je pouvais presque entendre ses pensées qui tournaient. Je pouvais entendre son cerveau traiter l'idée que, dans une institution que j'avais aidé à transformer, quelqu'un m'avait licencié pour un détail vestimentaire, juste avant l'accord le plus important que l'institution n'ait jamais conclu. « Reste où tu es, dit-elle. » Et sa voix avait changé complètement. Elle avait perdu l'excitation chaleureuse. À la place, il y avait quelque chose de froid, de précis, de dangereux presque. C'était la voix d'une femme qui avait décidé quelque chose. « Reste exactement où tu es, je reviens. » Et elle a raccroché. 40 minutes plus tard, Isabelle est descendue de l'ascenseur. Elle n'était seule. Elle n'était pas non plus heureuse. Elle avait l'air calmement furieuse. Elle traversait le hall, pas rapidement, mais délibérément, accompagnée de 3 personnes en costume sombre, des avocats, des représentants, des gens du pouvoir. Elle s'est dirigée directement vers moi et elle s'est assise à côté de moi sur le banc. Et puis, après avoir parlé avec moi pendant quelques minutes, elle s'est levée. Elle m'a serré l'épaule, un geste simple mais chargé de sens. Et elle s'est dirigée vers son équipe juridique. « Venez », leur a-t-elle dit simplement. Et elle s'est dirigée vers l'ascenseur. Vous avez peut-être deviné ce qui s'est passé ensuite. Isabelle est montée au 12e étage. Elle a traversé les bureaux avec ses avocats. Et elle s'est dirigée directement vers la salle de réunion principale où Marie-Claire était en train de se préparer pour la signature. Et Élodie était là aussi. Ce qui s'est passé dans cette salle de réunion, c'est quelque chose que j'apprendrai plus tard, pas en temps réel. Mais voici ce que j'ai entendu dire par les gens qui étaient là. Isabelle avait entré calmement, et elle avait dit « Nous devons parler de ce qui vient de se passer ce matin. » Marie-Claire s'était levée. Elle n'avait pas compris. « De quoi parlez-vous ? » « Sophie a été licenciée ce matin, » avait dit Isabelle, « par votre fille, pour avoir porté les mauvaises chaussures, le jour de la signature. » Élodie avait essayé de se justifier. Elle avait dit quelque chose du genre « Il y a un code vestimentaire, elle l'a violé, ce n'était pas personnel. » Mais Isabelle n'avait pas voulu l'entendre. Sa voix était devenue glaciale. « Vous avez licencié la personne sans qui cet accord n'aurait pas eu lieu. Vous avez licencié la personne qui a gagné ma confiance, qui a construit une relation authentique, qui vous a permis d'être assis dans cette salle ce matin. Et vous l'avez fait parce qu'elle portait des ballerines. » Élodie avait essayé de nouveau, quelque chose comme « C'est un problème interne, ce n'est pas votre affaire. » Et c'est là que Marie-Claire avait finalement parlé. Elle avait dit « Élodie, s'il te plaît, sors de cette pièce. » Mais Élodie ne voulait pas partir. Elle avait dit « Maman, je n'ai rien fait de mal, c'était justifié. » Et Isabelle, une femme qui n'avait jamais élevé la voix, qui n'avait jamais montré son autorité véritable, avait dit quelque chose qui, selon ce que j'ai entendu, avait changé l'expression sur le visage d'Élodie de manière permanente. « Voici ce qui va se passer, » avait dit Isabelle. « Je vais quitter ce cabinet, je vais reprendre mon investissement, et je vais l'investir à travers Sophie, sa propre entreprise, en accord direct avec moi. Cela signifie que vous allez perdre 1,8 milliard d'euros. Et cela signifie que votre cabinet, qui n'aurait jamais eu cette chance sans moi, va se retrouver sans elle. C'est ce qui va se passer. À moins que vous ne réembauchiez Sophie immédiatement, que vous ne lui offriez une promotion et que vous ne m'excusiez avec une dignité appropriée. » Marie-Claire s'était levée et elle avait dit « Élodie, sors. » Il y avait eu un silence et puis Élodie était sortie. Les gens dans les bureaux à proximité avaient vu son visage en rougissant intensément. Tout le monde savait que quelque chose de catastrophique venait de se passer. Et à l'intérieur de la pièce, Isabelle s'était assise calmement. Et elle avait dit à Marie-Claire « Maintenant, nous devons discuter de ce qui se passe next. »
et de la manière dont nous restructurons cet accord pour que Sophie ne soit jamais mise en position de pouvoir être blessée comme ça à nouveau. Je suis restée sur ce banc pendant 1 heure encore, juste à regarder les gens passer, juste à me laisser absorber ce qui venait de se passer. Mon téléphone avait vibré une dizaine de fois. Des messages, probablement de personnes du cabinet qui voulaient savoir ce qui s'était passé. Des SMS d'amis qui avaient entendu dire que j'avais été licenciée. Mais je n'ai pas répondu. Je n'ai pas voulu interrompre ce moment de clarté. C'est drôle, j'avais imaginé ma vie entière ce moment où je perdrais mon emploi, et j'avais toujours pensé que ce serait traumatisant, apocalyptique. Mais assis sur ce banc, regardant les nuages se déplacer au-dessus des gratte-ciel, je me sentais plutôt en paix. C'est comme si ma vie avait été en train de s'arrêter depuis des années, et c'était l'impulsion qui me disait finalement de commencer à marcher. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison, et la première chose que j'ai sentie n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la dépression ou du dégoût, ou même de la colère. C'était un soulagement profond. Un soulagement comme si je venais de poser un lourd fardeau que j'avais porté trop longtemps. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Les collègues, les amis, les gens qui avaient entendu parler de ce qui venait de se passer. Est-ce que c'est vrai qu'Isabelle a annulé tout l'accord ? Est-ce que c'est vrai que l'entreprise est maintenant en crise ? Est-ce que c'est vrai que tu as été licenciée pour tes chaussures ? Oui, c'était tous vrai. 1,8 milliard d'euros. Suspendus indéfiniment le matin même. Parce qu'une femme, en position de pouvoir qui n'avait rien construit, avait pensé que les chaussures d'une autre femme, qui avait construit quelque chose, étaient plus importantes qu'un accord historique. C'était kafkaïen. C'était absurde. C'était aussi complètement vrai. Et vers 3 heures de l'après-midi, mon téléphone a sonné, et c'était Marie-Claire Dupont elle-même, la PDG, la fondatrice, une femme que je respectais profondément. « Sophie », a-t-elle dit, et sa voix était tendue, furieuse presque. « Je viens d'apprendre ce qui s'était passé. Je suis tellement désolée. Je suis horrifiée. »« Ce n'est pas votre faute, » ai-je dit, et je le pensais vraiment. « Non, » dit Marie-Claire, « mais c'est le problème de ma fille. Et cela signifie que c'est mon problème. Et c'est à cause de mon problème que tu as été blessée. Veux-tu revenir ? Je vais licencier Élodie. Je vais te donner une promotion. Je vais augmenter ton salaire de 40%. N'importe quoi. Dis-moi ce qu'il faut pour que tu revennes. » Et j'aurais pu simplement dire oui. J'aurais pu reprendre mon bureau, reprendre ma vie comme avant, continuer ma trajectoire. Mais quelque chose en moi a dit non. Quelque chose a dit « c'est ta chance, c'est ton moment. Ceci n'est pas une fin, c'est un début. » « Je vais vous rappeler, ai-je dit, et j'ai raccroché. Et ce soir-là, à 21h, Isabelle m'a appelée. « J'ai parlé à mes avocats, dit-elle. Nous avons passé les 6 dernières heures à examiner toutes les possibilités légales, financières et stratégiques. Et j'ai pris une décision. Je ne veux pas travailler avec votre cabinet. Ce cabinet a montré exactement qui il était aujourd'hui. Un cabinet qui choisirait les chaussures d'une femme plutôt que sa vision. Un cabinet qui sacrifierait une alliance stratégique pour l'ego d'une seule personne. C'est de la folie. Et je ne construis pas avec de la folie. Mais je veux absolument travailler avec toi. Je veux que tu construises quelque chose avec moi. Une nouvelle entité. Toi comme associée fondatrice et directrice générale. Et l'accord, une version adaptée, avec peut-être de légères modifications, peut se concrétiser à travers ta nouvelle société. Es-tu intéressé ? J'ai senti mon cœur s'accélérer. Vous parlez sérieusement ? Je n'ai jamais été plus sérieuse de ma vie, dit-elle. Sophie, je me suis tenue dans cette salle de réunion pendant 1 heure, et j'ai regardé votre PDG pleurer. J'ai vu sa fille refuser de comprendre ce qu'elle avait fait, et j'ai compris quelque chose de fondamental. Le cabinet que tu as aidé à transformer n'a pas la vision pour ce que nous voulons construire. Mais toi, tu l'as. Je l'ai vu dans chaque réunion, chaque conversation, chaque moment où tu as dit la vérité, même quand c'était difficile. Tu as la vision. Et maintenant, tu dois la construire en dehors de ces murs. Et sans même avoir à réfléchir vraiment, parce que je savais déjà la réponse dans mon cœur, j'ai dit
Oui, absolument oui. Bien, dit-elle. Je vais te envoyer mes avocats demain. Nous commençons demain. Puis, j'ai appelé Marie-Claire, 1 heure plus tard. Je lui ai dit simplement « Je ne reviens pas, mais je peux vous aider. » L'accord se finalise à travers ma nouvelle société. Isabelle Renard sera ma cliente de lancement. Et elle a demandé expressément que Élodie n'ait aucun contact avec elle ou avec les détails de l'accord. Est-ce que c'est compris ? Il y a eu un long silence. Puis Marie-Claire a dit « C'est compris ». Elle a compris que son pouvoir en tant que PDG avait ses limites, que les vraies conséquences venaient de perdre une personne clé et de perdre un client encore plus clé, et qu'elle ne pouvait rien y faire. 3 semaines plus tard, j'ai signé les papiers pour ma propre société, Sophia Consulting. Isabelle en était ma cliente de lancement et ma partenaire d'investissement. Et l'accord s'est finalisé 3 mois plus tard, non pas sous le nom du cabinet de Paris, mais sous le nom de Sophia Consulting. Ce qui signifiait que ma nouvelle société recevait la commission majeure. Ce qui signifiait que ma première année en tant que PDG était déjà astronomiquement plus profitable que mes 12 années en tant qu'employé. Mais avant tout cela, ces 3 premières semaines après mon licenciement ont été quelque chose d'extraordinaire que je n'oublierai jamais. Le premier matin après le jour de la signature qui n'avait pas eu lieu, je me suis réveillée sans alarme. C'était 6h47, pas 5h45. Pas la panique qui avait caractérisé ma vie pendant 1 an. Juste un moment naturel. Et je suis restée au lit. J'ai regardé le plafond de mon petit appartement à Neuilly. Les fissures légères dans la peinture que je n'avais jamais remarquées avant, parce que je n'avais jamais eu le temps de regarder vraiment. Et j'ai senti quelque chose que je ne ressentais pas depuis des années. De la paix. Une paix simple, profonde et non compliquée. C'était bizarre. Après 12 ans de structure, 12 ans de routine, 12 ans de définition de moi-même par mon travail et mon titre, j'avais pensé que j'aurais du mal, que je me sentirais perdue, que l'incertitude financière me terrifiant. Mais au lieu de cela, c'était un soulagement. C'était comme si on venait de me dire que je pouvais enfin respirer, que l'air était libre maintenant, que je n'avais plus besoin de tenir mon souffle pour plaire à quelqu'un d'autre. Et voici la partie vraiment importante que vous devez comprendre. Je n'ai pas compris immédiatement que j'allais créer une nouvelle entreprise. Le soir de mon licenciement, quand Isabelle m'avait fait sa proposition, j'avais dit oui parce que c'était la seule chose qui avait du sens dans ce moment. Mais je ne savais pas que c'était possible. Je n'avais jamais créé une entreprise avant. Je n'avais jamais été chef d'entreprise. J'avais été gestionnaire, responsable, stratège, mais jamais fondatrice. Et pourtant, le matin suivant, assis dans mon petit appartement, je me suis réveillée en sachant que c'était exactement ce que je devais faire. Je n'ai pas ouvert d'email, je n'ai pas regardé mon téléphone. Je me suis simplement levée, j'ai pris une douche chaude, j'ai mis de vieux vêtements confortables, pas d'uniforme d'entreprise, pas de code vestimentaire, juste un t-shirt et un pantalon qui m'aimait réellement. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais eu le temps de faire. J'ai lu. Pas un rapport professionnel, pas un document d'accord, juste un roman. Je m'étais assise à ma table de cuisine avec un café et un croissant du boulangerie en bas et j'ai lu pendant 3 heures. C'était le premier matin sans culpabilité. Le premier jour, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Mais au lieu de répondre, je l'ai mis en silence. Les messages venaient de partout. Des collègues du cabinet, des amis qui avaient entendu parler du drame, des médias financiers qui voulaient une déclaration. Je n'ai parlé à personne. J'avais seulement 2 personnes à contacter. Marie-Claire pour une réponse finale et Isabelle pour commencer le vrai travail. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai construit ma société. Pas seule. Isabelle, ses avocats, un petit groupe de consultants en incorporation que j'ai choisi moi-même, et moi. Nous avons travaillé 12 heures par jour, mais c'était différent. Je n'étais pas une employée dans une hiérarchie. J'étais une fondatrice. Chaque décision était mienne. Chaque choix sur comment l'entreprise serait structurée, comment l'équipe serait composée, quel type de clients nous accepterions, c'était moi.
Et c'était terrifiante et exaltante simultanément. Je me souviens du jour où j'ai signé les papiers d'incorporation. Jeudi 13 septembre. 3 semaines exactement après le jour de la signature qui n'avait pas eu lieu comme prévu. J'étais assise dans le bureau du notaire à Neuilly. Isabelle était avec moi. Et quand j'ai signé le document qui disait « Sophia Consulting, SAS, directrice générale, Sophie Arnaud », les larmes m'ont monté aux yeux. Pas de regret, pas de doute, juste une profonde conscience que ma vie venait de bifurquer complètement. Vous êtes maintenant propriétaire et directrice générale de votre propre entreprise, m'avait dit le notaire. Et je me souviens d'Isabelle qui m'avait simplement serré l'épaule sans rien dire. Elle savait ce que cela signifiait. Et puis, il y avait eu le téléphone de Marie-Claire. 1 semaine après ma démission. Elle m'avait appelée. « Sophie, je voulais juste te dire que j'ai licencié Élodie, ce matin. »« Quoi ?» avais-je dit. Je ne m'y attendais pas vraiment. « Oui, j'ai eu une longue conversation avec elle sur ce qui s'est passé. Et elle s'est défendue. Elle a dit que tu l'avais menacée, que tu avais utilisé Isabelle pour te venger, que c'était juste une question de code vestimentaire. » Mais au moment où elle a dit ça, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que tout ce que j'avais entendu dire sur le comportement d'Élodie pendant ces 8 mois était vrai. Et qu'elle ne comprenait pas du tout ce qu'elle avait fait. Elle n'avait aucune conscience. « Je suis désolée pour toi, » avais-je dit. Et je le pensais. C'était difficile pour Marie-Claire. Elle perdait son entreprise à cause de sa fille. « Non, ce n'est pas ta faute. C'est ma responsabilité. J'ai créé un environnement où elle pensait pouvoir agir de cette manière. J'ai eu pitié pour elle quand elle ne trouvait pas d'emploi ailleurs. J'ai donné des titres au lieu de l'expérience, et ça a créé un monstre. » Il y avait eu un silence, et puis Marie-Claire avait dit « Je veux que tu saches quelque chose. L'accord, avec Isabelle, se serait finalisé à travers mon cabinet, et j'aurais reçu une commission très importante. Maintenant, ce n'est pas le cas. Je vais perdre des millions. Et je sais que c'est parce que j'ai licencié la mauvaise personne. »« Oui, » avais-je dit simplement. Je n'allais pas adoucir la vérité. « Et vous allez bien, vous et Isabelle ? L'accord sera signé ? » ?»« Oui, » avais-je dit. « Isabelle est ma cliente de lancement, et nous commençons à construire quelque chose de très beau. » Il y avait eu une longue pause, et puis Marie-Claire avait dit « Je suis heureuse pour toi, Sophie, vraiment, tu le méritais. » Et je crois qu'elle le pensait vraiment. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a dit que ce moment avait changé quelque chose pour elle aussi, qu'elle était en train de reconsidérer ce que signifiait diriger une entreprise, ce que cela signifiait d'élever une fille, ce que cela signifiait de faire les bons choix dans les moments difficiles. 4 mois plus tard, l'accord était signé, non pas dans une grande salle de réunion avec des équipes juridiques massives et des photographies de presse qui auraient dû être là. Pas le 10 septembre comme prévu, mais dans un petit bureau à Genève avec Isabelle, moi, 2 avocats et un notaire. C'était parfait. C'était exactement comme ça que ça aurait dû être. Juste 2 femmes qui se faisaient confiance, qui finalisaient quelque chose qu'elles avaient construit ensemble. Isabelle avait apporté du champagne. Pas du champagne de marque prestigieuse, juste une bonne bouteille de crément d'Alsace. Et nous l'avions bu dans le petit bureau, assise à une table en bois simple, après que j'eus signé les papiers. « À toi », avait dit Isabelle, « à ta vision, à ton courage, et à la vie que tu vas construire maintenant. » C'était un moment très personnel, très calme, très différent de ce que j'avais imaginé pendant tous ces 14 mois. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis propriétaire et directrice générale de ma propre entreprise. Isabelle est ma cliente principale, ma partenaire et une amie véritable. Nous avons maintenant 3 autres clients majeurs. Nous avons recruté une équipe de 7 personnes que j'ai choisies personnellement, des gens qui ont la même vision, la même intégrité et le même refus absolu de compromettre les principes pour la facilité. Et l'accord qui avait supposé transformer le cabinet que j'avais construit au cours de 12 années, il a transformé ma vie à la place. Il m'a donné la liberté que je ne savais pas que je cherchais. Il m'a donné l'autonomie.
Il m'a donné la chance de construire quelque chose qui était vraiment mien. Et plus important, il m'a donné quelque chose de plus profond encore. Il m'a donné la confiance en moi-même. Pas une confiance superficielle ou arrogante, une confiance profonde que je pouvais prendre en charge de ma vie, que je pouvais diriger une entreprise, que je pouvais faire des choix difficiles et en vivre les conséquences, que j'étais digne. Mais ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est ceci. Ce n'était pas une histoire de vengeance. Ce n'était pas une histoire d'une femme qui s'était vengée de celle qui l'avait licenciée. Ce n'était pas du drame pour le drame. Ce n'était pas une femme qui détruit la vie d'une autre femme. Non. C'était bien plus simple et bien plus profond que cela. Ce que c'était simplement une histoire de quelqu'un qui avait compris, dans un moment de crise absolue, que le chemin qu'elle suivait ne fonctionnait plus, et qui avait eu le courage, ou peut-être simplement le manque de choix, de prendre une direction complètement différente. C'était une histoire de quelqu'un qui, au lieu de se demander « Comment dois-je réagir à cette injustice ?», s'était plutôt demandé « Qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie ?» Et la réponse était « Je veux être ma propre patronne. Je veux construire quelque chose. Je veux travailler avec des gens que j'ai choisis. Je veux prendre mes propres décisions. » J'ai appris que la dignité, dans les pires moments, est sa propre forme de pouvoir. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas menacé. Je n'ai pas cherché la vengeance ou la validation publique. J'ai juste pris mes affaires et je suis partie. Et dans ce silence, dans cette acceptation, dans cette intégrité, il y avait quelque chose de très fort. Il y avait le pouvoir. J'ai appris que parfois, la pire chose qui puisse vous arriver est la meilleure chose. Parce que la vie vous force à prendre une direction que vous n'auriez jamais eu le courage de prendre autrement. Si je n'avais pas été licenciée ce jour-là, j'aurais continué à travailler pour quelqu'un d'autre. J'aurais continué à collecter un salaire stable. J'aurais continué à suivre le chemin qu'on m'avait tracé. Et je n'aurais jamais découvert ce que je pouvais faire si je me croyais vraiment. Et j'ai appris que se choisir soi-même avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour vous, c'est une victoire qui dure. Élodie a essayé de me dire qui j'étais en me licenciant. Elle a essayé de me définir par mon infériorité, par mon manque de conformité, par mes chaussures inadéquates. Mais en partant avec dignité, en refusant d'intérioriser son jugement, j'ai redéfini pour moi-même qui j'étais vraiment. Et c'était quelqu'un de capable, quelqu'un de digne, quelqu'un qui méritait de diriger. Les ballerines noires, je les porte toujours. Pas par défi, pas pour faire une déclaration, mais parce qu'elles me rappellent quelque chose de très simple. Je peux prendre mes propres décisions. Je peux faire mes propres choix. Je peux décider comment je vais m'habiller, où je vais travailler, avec qui je vais travailler et comment je vais vivre ma vie. Et personne, absolument personne, ne peut me dicter comment je devrais marcher.